Bonjour Alexandre, merci de prendre ce temps pour cet entretien et de répondre à quelques questions. Grâce à votre travail de recherche sur les abus rituels et les troubles liés à ces traumatismes, de nombreuses personnes connaissent le sujet, vous êtes la référence sur ce thème en France, et pour cela, merci. Comment vous êtes-vous intéressé à la pédocriminalité de réseau? Est-ce par une affaire en particulier? C'est en 2007 qu'ont commencé mes recherches sur ces dossiers particulièrement sensibles. C'est notamment par la découverte des travaux de Stan Mayo et Jeannette Siman, mais aussi de Paul-Émile Charlton, Serge Garde, Laurence Beneux, Alain Gossin ou encore Carl Zéro qu'a débuté ce processus de démêlage d'une pelote particulièrement embrouillée et, dirons-nous, radioactive. Tant ce sujet tabou peut mener vers des dossiers psychologiquement très perturbants, le tout baignant dans un panier de crabes aux multiples écrans de fumée. Il fallait donc suivre le fil, faire preuve de discernement et bien s'accrocher pour entreprendre cette descente vers les arcanes, tout en s'assurant de pouvoir en remonter aisément sans y sombrer. L'univers du complotisme associé à la pédocriminalité est probablement celui qui est le plus toxique. Toxique à l'extrême, extrêmement toxique, super toxique. C'est en 2009 que sortait le documentaire de Mayo et Siman, Les réseaux de l'horreur, traitant de l'affaire des CD-ROM de Zandvoort, divulgué par l'activiste belge Marcel Vervlozen, mais aussi le livre L'affaire Vincent, au cœur du terrorisme d'État, accompagné du témoignage vidéo du petit Vincent, toujours disponible sur YouTube, décrivant comment son géniteur était impliqué dans ce que j'apprendrai plus tard être des abus rituels, ou pédosatanisme, des pratiques extrêmement dépravées et criminelles, au premier abord incompréhensibles pour le kidam n'ayant jamais eu vent de telles exactions sous nos latitudes dites modernes et civilisées. Bien évidemment, la découverte du témoignage des enfants du juge Roche, de l'affaire Allègre, ainsi que l'investigation de Pascal Justice intitulée Viol d'enfants, la fin du silence, et le débat historique qui a suivi la diffusion de ce documentaire sur France 3 ont été un électrochoc pour moi. Comme pour beaucoup, ce fut alors une motivation supplémentaire pour tenter de comprendre l'incompréhensible. Horreur et injustice semblant être systémiques dans mon pays, aujourd'hui, tristement et honteusement surnommé Pédoland. La solution de facilité aurait été de considérer les désormais célèbres témoignages de Pierre et Marie comme des constructions imaginaires, inspirées de bandes dessinées, car voilà ce qu'affirmait alors avec culot maître Monique Smadja Epstein, avocate du père des enfants, qui n'a pas hésité à se référer aux albums de Tintin pour ridiculiser et noyer la parole des enfants. Tout ce qui est bande dessinée, à tel point que personne n'y a cru. Nous parlons là de descriptions d'activités sectaires avec viol en réunion et sacrifices rituels d'enfants, relevant de la boucherie. La mère a dû fuir à l'étranger avec ses 2 enfants, faute de pouvoir trouver justice au pays dit des droits de l'homme. Petit à petit, j'ai déroulé la pelote en faisant des recherches à l'international. C'est notamment la découverte du témoignage de Cathy O'Brien aux États-Unis qui a été pour moi un déclencheur, ouvrant l'étude du sujet du contrôle mental basé sur les traumatismes et les états dissociatifs, ses sombres motivations, ses méthodes hautement coercitives et ses mécanismes psychologiques. Le choc est brutal, à la fois par la nature même des sévices poussés à l'extrême, mais aussi par l'impunité crasse dont semblent bénéficier les membres de ces réseaux, ou devrait-on dire de ce réseau, a priori intouchable. J'ai très vite compris que nous avions affaire ici à la boîte de Pandore, le sujet ultime qui permet de comprendre beaucoup de choses en ce bas monde. Comment avez-vous fait le lien entre réseau, abus rituels et la franc-maçonnerie? La question des réseaux s'impose très vite comme une évidence. Les nombreux dossiers démontrent qu'il existe généralement une organisation impliquant plusieurs individus solidaires, car ayant un même centre d'intérêt, ici la pédocriminalité, à commencer par le dossier des balais roses, une affaire de mœurs qui défraya la chronique en 1959 de par l'implication de notables et de hautes personnalités politiques avec des mineurs. Jadis, il y a eu une histoire qui s'appelait les balais roses. L'aide de camp du général de Gaulle convoquait des adolescentes dans un pavillon de chasse et organisait des partouzes. Ça a défrayé la chronique, mais curieusement, la presse à l'époque n'en a pas beaucoup parlé. On a mis tout sur le dos du recruteur, qui était une espèce de Mac, et finalement, les hommes politiques s'en sont sortis, personne n'a été condamné. Et quand j'ai regardé les journaux de l'époque, je me suis aperçu que personne n'en parlait. Des parties fines étaient organisées par un policier, notamment à l'intérieur même d'un pavillon de chasse, le pavillon du Butard, qui était à l'époque mis à disposition du président de l'Assemblée nationale, André Le Troqueur. Ce dernier profitait d'un réseau de prostitution impliquant des jeunes filles allant de 12 ans à 20 ans. À l'époque, la majorité était à 21 ans. Je ne peux pas développer ici les nombreuses affaires impliquant un fonctionnement en réseau, mais voici les plus connues, même si pour certaines, la doxa médiatique persiste, malgré les évidences à parler de prédateurs isolés. L'affaire Coral, Crypten, Fourniret, Dutroux, Zandvoort, Louis Dunant, Toro Bravo, Casapia, Allègre, l'orphelinat de Jersey, l'affaire Franklin, Rolodex, Waterhouse, etc. C'est en creusant ces dossiers de réseaux pédocriminels que l'on découvre certains témoignages troublants concernant des pratiques de viol en réunion avec torture pouvant aller jusqu'au meurtre.
Il semble s'agir de réunions très bien organisées et planifiées, lors desquelles toutes les lois morales seraient évacuées au profit d'une libération des pires pulsions qui soient, tel un verrou qui saute durant une soirée, au grand détriment des victimes subissant les abominations. Au premier abord, ce sont des récits inimaginables et le déni prend rapidement le dessus. On referme le dossier. Il faut arrêter de diaboliser les pédophiles satanistes, c'est trop facile. C'est la multiplication de ces témoignages et leur ressemblance, cela à l'échelle internationale, qui finit par interpeller. L'existence de ce que l'on nomme abus rituels ou sévices rituels, parfois associés au satanisme de par le cadre et la forme des rites ou cérémonies, devient alors une triste évidence. L'étude de l'affaire Dutroux, notamment des dossiers X, permet d'avoir un aperçu de ce que sont ces pratiques hautement criminelles. Les dépositions et procès-verbaux enregistrés et archivés par la police, rendus publics par Wikileaks, sont à faire vomir. Le journaliste belge Xavier Rosset, ayant enquêté sur l'affaire Dutroux, écrira « On peut dire qu'il y a deux types de pédocriminalité, le simple pédophile et le pédocriminel pervers avec ce côté rituel. Lorsqu'on enquête dans ce genre de dossier, il faut aussi voir le côté occulte des choses, les assassinats rituels. Il est clair que ce sont des dossiers souvent discrédités et qui sont tellement horribles qu'on ne veut pas aller plus loin. Pour beaucoup, ces abus rituels sont inconcevables. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Sur le bûcher. L'horreur de ces dossiers est évidemment un frein pour le grand public, un repoussoir ne facilitant pas la reconnaissance des victimes. Le déni est massif. Pourtant, dans son guide national pour la protection de l'enfance, le site officiel du gouvernement écossais diffuse de l'information concernant cette forme de pédocriminalité que sont les abus rituels. Nous pouvons notamment y lire cette définition. L'abus rituel peut être défini comme des agressions sexuelles physiques et psychologiques, d'une manière organisée, systématique et durant une longue période de temps. Cela implique l'utilisation de rituels, avec ou sans système de croyance, et généralement avec plusieurs agresseurs. Les abus rituels commencent généralement durant la petite enfance et impliquent l'utilisation de modèles d'apprentissage et de développement visant à renforcer les abus et à réduire au silence les victimes. Comprendre ici qu'il s'agit de contrôle mental. Donc, pour répondre à votre question, nous pourrions dire qu'il y a 3 phases de conscientisation permettant de relier 3 points indissociables, sans mauvais jeu de mots. Premièrement, la prise de conscience de l'existence de réseaux pédocriminels, et pas seulement virtuels. Deuxièmement, le constat que certains membres de ces réseaux peuvent aller jusqu'aux pires pratiques protocolaires que sont les sévices rituels dits sataniques. Troisièmement, finir par saisir qu'un ciment lie entre eux ces criminels et recouvre d'une chape leurs abominations, dans une véritable protection institutionnelle. Et c'est là que le sujet des sociétés secrètes dites initiatiques arrive sur la table, notamment la franc-maçonnerie. Le lien entre pédocriminalité de type abus rituel et franc-maçonnerie arrive donc dans un 3e temps, après avoir d'abord digéré les 2 premières phases, puis persévéré dans l'étude. La franc-maçonnerie est en quelque sorte une maison mère, subdivisée en une multitude d'écoles ésotériques dites à mystère, dont certaines baignent dans l'occultisme le plus noir. C'est une sorte de poupée gigogne, cloisonnant les adeptes dans diverses strates hermétiques, une imperméabilité stricte, sauf affinité bien décelée. Réseau maçonnique et pédocriminalité de réseau sembleraient effectivement intimement liés. De par mes recherches, j'ai pu, au fil des années, archiver de nombreux témoignages de victimes et de thérapeutes décrivant ce que l'on pourrait appeler des sévices rituels maçonniques, visant à fractionner l'esprit de l'enfant, c'est-à-dire créer des états dissociatifs par la multiplication de traumatismes extrêmes. Beaucoup de survivants de ces réseaux ont en effet développé un trouble dissociatif de l'identité, c'est-à-dire une personnalité multiple. Le sociologue canadien Stephen Kent, spécialiste des dérives sectaires, a personnellement recueilli un certain nombre de témoignages relatifs aux sévices rituels maçonniques. Tout en restant très prudent, il a déclaré lors d'une interview : Dès le début de mes recherches, lorsque des personnes livraient leurs témoignages, certains d'entre eux ont fait apparaître des déviances maçonniques. Certains ont indiqué que leur père était franc-maçon, que les allégations de sévices rituels étaient liées à la loge maçonnique. Parfois, les récits d'abus rituels, même si je ne peux le certifier, semblaient avoir eu lieu à l'intérieur même de la loge. L'apparition de la franc-maçonnerie dans un nombre assez important de témoignages m'a laissé vraiment perplexe.
Certaines personnes dont le père est franc-maçon ont ces souvenirs et essaient de les recontextualiser. Concernant les accusations contre ces francs-maçons dits déviants, avez-vous une idée de la position qu'ils occupaient dans l'organisation maçonnique? Étaient-ce des maçons de degré inférieur ou supérieur? Je ne peux pas le dire avec certitude. Je sais que certaines personnes ayant fait ces accusations parlaient de francs-maçons de degré très élevé. Je sais aussi que lorsque des francs-maçons ordinaires entendent ce genre d'accusations, ils restent incrédules. Pour ces francs-maçons, ces accusations font partie d'une longue histoire de persécution à leur encontre en raison du secret. Et ce n'est certainement pas mon intention, je n'ai aucune raison de les diaboliser. Mais j'ai des récits récurrents et ils sont similaires à tous ceux qu'on trouve en Amérique du Nord. Troublant, n'est-ce pas? J'écris dans mon livre MK que ce principe d'initiation par les traumatismes et les états dissociatifs est le point commun de toutes les structures fraternelles lucifériennes ou satanistes, pour lesquelles l'initiation durant la petite enfance est le meilleur moyen d'obtenir un adulte loyal, fidèle, qui respectera parfaitement la loi du silence, tout en perpétuant l'obscure tradition où toute notion de bien ou de mal a été gommée dans un relativisme absolu. Les rituels comprenant des actes pervers et immoraux, notamment pédocriminels, permettent également d'établir un chantage au silence sur les personnes qui ont pris part. Cela permet de créer des liens dits fraternels, d'autant plus forts lorsqu'un sacrifice humain, un crime rituel, a été commis en groupe. Les adeptes qui plongent dans cette violence addictive se sentent connectés entre eux par un secret qu'il est strictement impossible de révéler à l'extérieur. C'est un ciment malsain qui soude les membres entre eux et qui leur donne un sentiment de supériorité sur la masse humaine profane. Pouvez-vous parler des origines du pédosatanisme et des différents cultes à mystère? Et est-ce que cela vous a apporté des pistes pour comprendre et savoir quelles sont les motivations profondes des auteurs de ces rituels? Après avoir cité précédemment les 3 phases de prise de conscience, rechercher les origines du pédosatanisme est, je dirais, la 4e phase, celle qui permettrait d'expliquer aux profanes que ces horreurs ont un sens pour ceux qui les perpétuent et qu'il pourrait s'agir de la continuité d'antiques pratiques basées sur ce que l'anthropologue Anthony Wallace décrit comme un processus d'apprentissage rituel basé sur la loi de la dissociation. Précisons bien qu'expliquer n'est pas excuser. Ces abominations pédocriminelles relèvent de la peine capitale. Lorsque l'on découvre et intègre le fait que le pédosatanisme est une réalité de ce monde, il est dans l'ordre des choses de vouloir comprendre ces agissements, c'est-à-dire la psychodynamique qui pousse ces sombres individus à ritualiser les tortures et les viols de manière protocolaire. Dans quel but? Quelles sont leurs obscures motivations? C'est, je pense, sous cet angle qu'il faut aborder le sujet pour parvenir à briser le déni massif autoprotecteur des masses. Il faut prendre du recul et analyser le phénomène au-delà de l'affect et des fortes émotions qu'il provoque naturellement. Le psychanalyste américain Lloyd Demoz s'est largement intéressé au sujet des dérives sectaires sur les enfants, et notamment à la question du pédosatanisme. Selon lui, la seule manière de donner un sens à certains éléments rapportés dans les témoignages d'abus rituels serait de considérer qu'il s'agit de faire revivre symboliquement et même physiquement le traumatisme de la naissance, dans une sorte de reconstitution traumatique. On y retrouve le confinement dans des ventres symboliques, cages, boîtes, cercueils, mais aussi des ventres organiques réels, la pendaison la tête en bas, qui reproduit la sensation qu'éprouve le fœtus dans le ventre de sa mère, la submersion de la tête dans l'eau lors des tortures reproduit quant à elle l'expérience du liquide amniotique, tandis que la suffocation reproduit l'anoxie que tous les bébés vivent lors de l'accouchement. La victime est forcée de boire du sang et de l'urine, tout comme le fœtus boit du sang placentaire et baigne dans son urine. Les rituels sont souvent effectués dans des tunnels ou des caves, des lieux souterrains, sombres et humides, symbolisant le confinement du canal vaginal ou du ventre de la terre-mère. Certains de ces rituels semblent effectivement créer une sorte de résurrection initiatique. Le passage par une mort et une renaissance symbolique via des rites traumatiques est une constante dans les religions antiques dites à mystère, mais aussi dans certaines traditions chamaniques. Ces cultes à mystère étaient particulièrement présents dans le bassin méditerranéen. Citons les mystères égyptiens d'Isis et d'Osiris, les mystères d'Éleusis, de Mithras, d'Atis et d'Adonis, mais aussi le culte à Bacchus, à Dionysos, étant les plus connus.
Il ne fait aucun doute que certaines pratiques de ces cultes antiques se perpétuent encore de nos jours, via des sociétés secrètes formant une sorte de religion ésotérique, gnostique, réservée au petit nombre. Le fondateur de l'église de Satan, Anton LaVey, a affirmé que la cérémonie de la Renaissance, qui se passe dans un grand cercueil, est une chose commune à la plupart des rituels de loge. Nous retrouvons cette cérémonie du cercueil dans les rites de la célèbre société secrète Skull and Bones, où l'initié meurt au monde pour renaître dans l'ordre. L'ultime initiation étant de provoquer chez le candidat une expérience de mort imminente avec une sortie astrale, c'est-à-dire un état dissociatif extrême propulsant l'âme de l'initié dans une autre dimension et se terminant par la réintégration de celle-ci dans le corps physique, symbolisant ainsi une nouvelle naissance ou renaissance initiatique. Ce phénomène de décorporation est très souvent rapporté par les victimes de viol. Elles affirment qu'elles n'étaient plus dans leur corps physique, mais voyaient la scène de l'extérieur, avec une totale anesthésie. La dissociation, c'est que je me sentais un petit peu 1 mètre, comme un film, donc j'étais à 1 mètre derrière et je regardais la scène, je vais réintégrer mon corps. Dans son livre The Masonic Initiation, le franc-maçon Walter Leslie Wilmshurtz décrit bien comment les états altérés de conscience, les profonds états dissociatifs, sont un point essentiel dans l'initiation maçonnique. Il écrit: certains états dissociatifs arrivent naturellement même chez les personnes les plus équilibrées et en parfaite santé. Une extase complète, un état où la conscience se sépare alors de l'ego et du corps physique. De tels phénomènes sont explicables par l'existence d'un véhicule plus subtil que le corps physique grossier. La conscience peut se transférer temporairement de l'un à l'autre. Ces deux corps sont capables de fonctionner conjointement dans une complète indépendance. Un maître est quelqu'un qui a dépassé ces incapacités auxquelles sont soumis les hommes moyens sous-développés. Il a la pleine connaissance et le plein contrôle de toutes ses parties. L'initiation se produit toujours lorsque le corps physique est en état de transe ou de sommeil et lorsque la conscience, temporairement libérée, est transférée à un niveau supérieur. L'initiation d'enfants par des rituels hautement traumatiques semble quelque chose d'impensable, d'irréaliste, mais prenons conscience que pour certaines sectes, apprendre à souffrir, mais aussi apprendre à faire souffrir fait partie des rites de passage. People don't believe they happen. Are you painting from memories from your childhood? Le but est de provoquer une transcendance de la conscience, un état spirituel extatique reposant ni plus ni moins sur cette loi de la dissociation. Il s'agit d'un profond état dissociatif déclenché par les drogues, la douleur et les diverses privations. Les traumatismes ont toujours été considérés au cours de l'histoire comme un moyen de créer des états modifiés de conscience et d'ouvrir les portes vers le monde des esprits. Les occultistes contemporains ne s'en privent évidemment pas, y compris sur leurs propres enfants. Selon le psychologue américain James Randall Noblitt, les pratiques de contrôle de l'esprit ou programmation mentale ont anciennement débuté lorsque des groupes ont détecté que l'application de rituels traumatiques pouvait produire ces états dissociatifs allant jusqu'à fractionner la personnalité de l'individu en plusieurs altères, isolés les uns des autres par des murs amnésiques. Ces personnalités altères pouvant former un véritable système hiérarchique interne programmable. C'est ce que l'on nomme aujourd'hui le contrôle mental basé sur les traumatismes. La programmation d'esclaves dissociés, le MKUltra, aujourd'hui historiquement et médiatiquement bien référencé, n'est que la mise en application, de manière scientifique et militaire, d'antiques pratiques païennes et ésotériques. Notons ici qu'un certain nombre de médecins impliqués dans les expérimentations du MKUltra étaient des francs-maçons de haut degré. Citons le Dr Sidney Gottlieb, George Estabrook ou encore Ewen Cameron. Notre société occidentale moderne, en grande partie coupée de ses racines spirituelles, biberonnée à la laïcité et au consumérisme, aura grand mal à comprendre et accepter la dure réalité de ces pratiques sectaires ultra-violentes, d'autant plus lorsque le monde médiatique et politique use de la stratégie de l'édredon pour ne surtout pas alerter et informer à ce propos. Pourtant, les sectes initiatiques basées sur la loi du secret ne datent pas d'hier. L'anthropologue et universitaire américain Brian Hayden a étudié les sociétés secrètes primitives remontant au temps préhistorique. Dans son livre The Power of Ritual in Prehistory, il décrit l'utilisation de techniques psychospirituelles lors de rituels extatiques, permettant de forger de puissants liens entre les membres du culte. On y retrouve les sévères épreuves physiques, la privation sensorielle, le sacrifice humain,
mais aussi la notion de violation volontaire des tabous comme la consommation de chair humaine. Selon lui, ces sociétés secrètes primitives ont marqué un tournant décisif dans l'évolution des religions, en provoquant une division entre culte populaire et culte élitiste, entre religion exotérique et religion ésotérique. L'égyptologue franc-maçon Jan Assmann parle également de religio duplex, ou religion à deux visages, pour qualifier ces cultes à mystère ayant une face exotérique destinée à la masse non initiée et une face ésotérique destinée aux élites. Brian Hayden affirme que des enfants aussi jeunes que 4 à 6 ans, parfois même encore plus jeunes, pouvaient devenir membres de ces cultes et donc subir les rites initiatiques. Notons ici que le musicologue Karl Dönitz affirme que Wolfgang Amadeus Mozart, dont la famille baignait dans les milieux maçonniques, a fréquenté les Illuminés de Bavière, dits Illuminati, et cela dès son plus jeune âge. Se basant sur les correspondances de la famille, il rapporte que le petit Mozart participait à des réunions nocturnes organisées au fond d'une grotte nommée le Trou des Sorcières, située en Allemagne dans le parc d'Eigen à Salzbourg, et dont l'entrée était à l'époque flanquée de 2 colonnes soutenant un sphinx ailé, symbole des mystères de Isis. Dès l'époque romaine, cette grotte aurait servi aux adeptes de Mithra et d'Astarté, pour on ne sait trop quelles pratiques initiatiques. Qu'a bien pu subir le petit Mozart lors de ces cérémonies ? La participation des enfants au rituel initiatique a également été rapportée par Ross Nichols, un spécialiste du druidisme et de la mythologie celtique. Dans son livre The Book of Druidry, il écrit que les druides plongeaient ou cuisaient l'enfant dans le feu mystique. Ce feu mystique ou flamboiement de lumière étant une métaphore symbolisant le profond état dissociatif résultant des épreuves initiatiques traumatiques. Les druides étaient effectivement adeptes des rituels visant à transcender la douleur et la peur pour en ressortir nés de nouveau. En lisant la presse traditionnelle, on comprend que les réseaux pédocriminels ne sont pas pris au sérieux et sont souvent évincés au profit de la théorie du prédateur isolé. Mais selon vous, existe-t-il tout de même des journalistes d'investigation de terrain ? En réalité, la question des réseaux pédocriminels est tellement prise au sérieux par les médias de masse qu'ils en sont terrifiés, à tel point qu'une véritable omerta est mise en place. Je précise, vous êtes cité comme caution par ceux qui prétendent qu'aujourd'hui des pédosatanistes utilisent le sang des enfants. Je m'arrête là. Pas du tout. Très franchement, on n'était pas du tout dans des réseaux satanistes. C'était pas ça du tout l'histoire. Et loin de moi l'idée de vouloir porter caution à quoi que ce soit de ce style. Mais pas du tout. Non, mais c'est extrêmement grave ce qui est dit sur ce plateau. C'est extrêmement grave. Cette loi du silence passe effectivement par la sempiternelle théorie du prédateur isolé. Toute autre explication d'un dossier de pédocriminalité pouvant mener l'opinion publique à comprendre qu'il existe effectivement un fonctionnement en réseau, pire encore, une protection institutionnelle des abominations, est systématiquement ridiculisée et qualifiée de théorie du complot. Cet épouvantail poussiéreux ne fait plus le poids face aux évidences et le public est aujourd'hui bien plus apte à comprendre la réalité des choses qu'il y a encore quelques années. Quand tu reviens au vrai métier de départ de journaliste, et là tu comprends et tu vois tout d'un coup devant toi une espèce de mur du silence. Tout le monde écrase, personne ne veut en parler et à l'arrivée on fait comme si ça n'existait pas. C'est le sujet. Ouais. C'est-à-dire c'est le sujet. Ces gosses, c'est nos gosses. Ouais. Enfin je veux dire, ils feront la France de demain. Oui, la pédocriminalité existe. Il y a même des réseaux. Ça peut s'exprimer parfois en réseau. Il y a des groupes de gens qui se réunissent, qui s'organisent, etc. Donc c'est une réalité. Un sujet, voilà, que je ne traite jamais. Je ne veux pas, traiter de ce sujet parce que je suis mal à l'aise et très très mal à l'aise comme tout le monde ici avec ce sujet. C'est la pédophilie et tous les thèmes comme ça, je ne traite pas, même quand il y a des grosses affaires, sachez de faits divers, alors qu'on les traite tous. Je refuse de traiter ce genre de sujet parce que je sais pas, je n'y arrive pas. Existe-t-il des journalistes d'investigation intègres enquêtant à l'heure actuelle sur ces réseaux de l'horreur ? Je n'en ai aucune idée. Il faut l'espérer, mais la France est verrouillée, en particulier dans le domaine du journalisme. Cela dit, je ne désespère pas et suis intimement convaincu que cela finira par exploser ici même, en France. Continuons à travailler à notre petit niveau pour enquêter et informer avec ou sans carte de presse. Après avoir étudié les différents groupes occultes et leurs origines, pouvez-vous dire si vous avez identifié un ordre plus actif, plus puissant et plus dangereux que les autres ? Il est difficile pour un profane d'établir une hiérarchie ou une échelle de dangerosité concernant ces groupes, qui sont par définition secrets et malicieusement organisés, généralement imbriqués les uns dans les autres avec un cloisonnement étanche.
J'ai le souvenir d'un document confidentiel de la BSR contenant le témoignage d'une certaine Nathalie W., auteure du livre « Lettre à Isa, une enfance assassinée », recueilli dans le cadre de l'affaire Dutroux. Elle y décrit des abus rituels perpétrés en Belgique, dans la région de Waterloo, par un certain nombre d'individus, pour certains membres du Rotary Club, groupe créé et composé principalement de francs-maçons. Nous retrouvons le Rotary Club cité dans l'affaire Jacques Heuzel, ce notable arageois retrouvé suicidé en 2009. Un père de famille, en apparence respectable, lui-même ex-président du Rotary, qui menait littéralement une double vie à la Dr Jekyll et Mr Hyde. Ces carnets, retrouvés après sa mort, ont révélé un véritable agenda du vice, pour reprendre les termes du journal Le Point. Des documents personnels laissant fortement penser que cet assureur d'Arras trempait dans un réseau libertin à tendance sadomasochiste, voire pédocriminelle. Dans le docu-enquête de Carl Zero intitulé « Ce mystérieux monsieur Heuzel », l'avocat Bernard Méry affirmera que l'autopsie dément la thèse du suicide et jettera un pavé dans la mare en rapportant les déclarations d'une juge. Est-ce qu'une femme, est-ce que des enfants connaissent vraiment leur père? C'est vrai qu'il avait une double vie, c'est-à-dire une vie officielle, de père respectable, de personnalité d'Arras, de membres rattachés à certains partis politiques, de trésorier, de président du Rotary Club. D'accord, ça c'est la vie officielle. Et de l'autre côté, il avait cette vie un peu opaque qu'on aimerait bien découvrir, dont on s'étonne que ça n'intéresse personne. Il y a un clash avec ce juge qui refuse de me donner le dossier, qui me prend d'ailleurs un petit peu d'abord à partie pour essayer de me mettre de son côté, et qui me dit « Maître, on ne peut rien faire dans ce dossier, vous avez la franc-maçonnerie, qu'est-ce que vous voulez faire contre la franc-maçonnerie ?» Moi, ça m'excite cette histoire, parce que je ne vois pas pourquoi la franc-maçonnerie empêcherait de savoir pourquoi quelqu'un est mort. Peut-être qu'elle ne sera pas contente que j'ai dévoilé ce qu'elle a dit, mais elle m'a dit cela. Est-ce que votre mari était franc-maçon? Ben, je ne sais pas. C'est une chose, j'aurais bien voulu savoir, mais... Vous n'avez jamais parlé avec lui? C'est le genre de questions que j'aurais jamais pensé lui poser. Parce qu'il arrive souvent que des membres du Rotary soient également francs-maçons. Oui, bien sûr. Ça, c'est... Vous en trouvez partout. Vous en trouvez un peu partout. L'affaire Heuzel implique-t-elle des réseaux locaux qui chercheraient à étouffer l'affaire? Au-delà du Rotary Club, ce sont les loges baignant dans l'occultisme qui seraient les plus susceptibles de pratiquer les pires dérives de type bacchanal, sévices rituels et contrôle mental basés sur les états dissociatifs. Nous pouvons citer le rite de Memphis Mizraïm, rite maçonnique égyptien, l'Ordre de l'Étoile orientale, organisme paramaçonnique cité par la survivante australienne Christine Constance comme pratiquant les abus rituels visant à la programmation mentale sur des mineurs. L'Ordo Templi Orientis, plus communément connu sous le nom de l'OTO, groupe maçonnico-gnostique particulièrement axé sur la magie sexuelle, a notamment été dénoncé par la psychologue australienne Rena Michaelson comme étant un véritable réseau pédophile. La survivante australienne Rachel Vaughan décrit son père comme un monstre adepte des rituels pédosataniques, un franc-maçon menant double vie et opérant en réseau, également membre de la Rose-Croix et de la Golden Dawn. Cette même Golden Dawn, l'ordre hermétique de l'Aube dorée, société secrète consacrée à l'étude des sciences occultes et créée par 3 francs-maçons, a également été citée par le journaliste Bruno Fouchereau dans le livre « L'enfant sacrifié à Satan ». On peut y lire le témoignage de Samir Aouchiche décrivant un rituel de la secte Alliance Cryptène se déroulant dans des sous-sols parisiens. Le décorum du rituel correspond en tout point à ceux de la Golden Dawn, avec tout l'attirail maçonnique typique, damier noir et blanc au sol, les 2 colonnes Jacqueline et Boaz, etc. Les participants portaient capes et masques. Consommation de drogue, de nombreux enfants présents subissent l'inimaginable. Samir Aouchiche, victime de ce groupe sectaire criminel, déclara sur France 2 en 1997 « Ils ne pouvaient pas vivre sans torturer des enfants. Au départ, ça se passait par des rituels, par des cérémonies, et après ça finissait en orgie. » Une orgie, c'est-à-dire? Une orgie, ça finissait par des actes sexuels. Et puis il fallait faire moi et des adultes, quoi. Plusieurs adultes? Plusieurs adultes, ouais. En même temps, il y avait plusieurs enfants? Il y avait plusieurs enfants, oui.
Cette dépravation extrême, allant jusqu'à faire couler le sang dans des crimes rituels, identifie et relie ces sectes par une idéologie commune, celle de faire sauter tous les tabous et verrous de la morale dans une sorte de catharsis. Cela correspond parfaitement à ce que Charles-Louis Roche rapporte quant à la société secrète à laquelle appartenait son père, Pierre Roche, à l'époque président de la chambre de la cour d'appel de Nîmes. Ce haut magistrat parlait de, je cite, cérémonies rituelles, organisées et structurées et conduites par des célébrants. C'était très clair, notre père nous a parlé d'une sorte de secte, donc, derrière lequel il y avait d'ailleurs une sorte de corpus idéologique, qui sous-tend ce groupe et qui est très grave par rapport à ce qu'il révèle sur le fonctionnement réel de notre société. On raconte au monde de ce groupe qu'en quelque sorte, toutes les règles qu'on leur a mis en tête depuis le début, que ce soit à l'école, dans la société, etc., sont des limitations à leur liberté qui les empêchent d'atteindre la quintessence du genre humain, et qu'il faut donc rejeter toutes les règles, à commencer par les lois, par la morale, par la décence, et qu'il y a nécessité de transgresser ces règles, de violer parfois littéralement tous les tabous pour faire sauter des sortes de verrous que l'on mettrait dans nos têtes depuis l'enfance. Et donc c'est ainsi que l'on commence par le viol, la torture, et pour en arriver au meurtre. Cela rappelle fortement les antiques bacchanales, le culte à Bacchus ou mystère de Dionysos, fonctionnant avec des grades initiatiques et dont les origines remonteraient, selon le franc-maçon Jacques-Antoine Dulor, au culte phallique d'Osiris de l'ancienne Égypte. Dans le livre Le monde grec antique, Marie-Claire Amouretti écrit à propos de ce culte à mystère, Dionysos apparaît comme le dieu libérateur, dieu du vin et du désir débridé. C'est tout le cadre civique et familial qui craque à l'occasion de ces fêtes. L'ivresse physique et la liberté sexuelle expriment un besoin profond de se libérer d'un système civique, moral et familial. Nous lisons également dans le livre Dionysos mis à mort de Marcel Détienne, les fidèles de Dionysos sont sauvages et se conduisent comme des bêtes féroces. Le dionysisme permet d'échapper à la condition humaine en s'évadant dans la bestialité par le bas, du côté des animaux. Deuxième type de soirée. Alors déjà, des soirées qui sont beaucoup plus formalistes. Tout d'abord parce qu'il y a un calendrier. Il y a des dates spéciales pour ça. Un calendrier où ces gens se réunissent pour des cérémonies que j'ose pas appeler religieuses, ou alors c'est anti-religieuses, des cérémonies de type mystico-ésotérique, disons magiques, voilà, des cérémonies magiques, qui sont présidées par un célébrant. Alors là, je ne serais pas capable de vous dire s'il s'agit du grand prêtre du serpent à plumes ou de je ne sais quelle autre aberration. Toujours est-il que dans la bouche de papa, c'est un célébrant. Un célébrant qui sacrifie des animaux pour le tournant, et puis, je pense que vous l'avez senti venir, pour les grandes occasions, ces sacrifices humains de proies, donc capturés dans je ne sais quel bas-fond toulousain. Alors, à ce moment-là de la discussion, vous vous dites peut-être, mais enfin quand même, qu'est-ce qui amène des gens qui sont rationnels, qu'est-ce qui amène des gens qui sont sérieux, ou qui en présentent les apparences plus exactement, à aller se vautrer dans un tel pandémonium? Eh bien, figurez-vous que les activités de cette secte sont sous-tendues par une double philosophie. Alors là encore, chaque fois que je peux, je cite. Philosophie, c'est le terme employé par papa. Le problème, c'est que ça veut dire sagesse, donc je suis pas sûr que ce soit adapté. Une double philosophie, donc, avec laquelle on endoctrine les nouveaux adeptes. Alors, de quoi s'agit-il? On leur vend, en quelque sorte, une culture de l'accession à un nouveau niveau de conscience par la mortification de la chair. Alors, je vous laisse imaginer au texte quand papa nous parle de la mortification de la chair. Le juge Roche a également décrit comment cette loi de la dissociation était mise en application durant ces bacchanales modernes. Il est question, pour libérer l'esprit, d'éteindre le corps. Voilà. Et pour éteindre le corps, il va falloir, pour éteindre le corps sans mourir d'ailleurs, parce que ça c'est une extinction définitive. Pour éteindre le corps sans mourir, on va le saturer de sensations, de plaisir et de douleur, qui sont procurées donc par ces soirées, le tout exalté par les drogues, jusqu'à ce que les capteurs sensoriels disjonctent. Et alors là, quand vos capteurs sensoriels disjonctent, c'est le nirvana, c'est l'ascension spirituelle. Nous disposons uniquement d'informations fragmentaires, mais nous avons une certitude. Voilà donc quelques pistes pouvant aider à intégrer le fait que des groupes puissent se livrer aux pires pratiques bestiales lors de cérémonies pseudo-religieuses de type paganisme polythéiste, dont l'idéologie se résumerait à la doctrine luciférienne « fais ce que tu voudras sera le tout de la loi ». L'ultime abomination dite libératrice étant la pédocriminalité et le meurtre rituel.
La survivante Karine Stardancer, cofondatrice du groupe d'entraide Survivorship, a affirmé dans un témoignage avoir été victime d'une secte dionysiaque panthéiste, un polythéisme vouant un culte à la fertilité. Elle décrit une organisation structurée telle une poupée russe initiatique. Je suis moi-même une survivante. Les sévices ont commencé dans les années 40, durant la Seconde Guerre mondiale. Certaines des choses que j'ai vues pour la première fois impliquaient des gens qui travaillaient dans l'armée et qui faisaient ce genre d'expérimentation. Il y avait aussi des connexions maçonniques. À l'époque où j'ai commencé à recevoir les conseils d'un mentor au sein du culte, on m'a parlé de l'occulte panthéisme et de ce que cela signifiait exactement. Il existe toutes sortes de systèmes sous lesquels le contrôle de l'esprit peut être exercé. Ce que l'occultisme panthéiste signifiait fondamentalement est que le système de croyance n'a pas d'importance. Cela dépend de l'adaptabilité de la personne et de la façon dont elle réagit aux conflits de pouvoir. La progression au sein du culte se faisant en fonction de votre capacité d'adaptation. Vous ne saurez peut-être jamais qu'il existe un groupe plus grand, englobant celui auquel vous appartenez. Vous pourrez y accéder selon votre capacité à évoluer dans le système, mais aussi par certaines relations avec des personnes de ce système. Par exemple, les gens qui m'enseignaient le panthéisme étaient directement impliqués dans ce que l'on appelle une secte dionysiaque. On m'a expliqué que cela remontait à l'époque pré-chrétienne. Essentiellement, ce qu'ils faisaient était du chantage politique. L'utilisation des enfants dressés pour le sexe visait à les utiliser pour les photographier ou filmer avec des adultes dans un but de chantage. Ensuite, il est très facile de les manipuler. Dès ma naissance dans ce système transgénérationnel, il y a toujours eu des gens qui parlaient de la tradition occulte qui leur remontait directement au dionysisme antique. Ils avaient toute une tradition occulte contenant certaines choses historiques étant arrivées à leur culte. Parmi les histoires qui m'ont été racontées par cette secte dionysiaque, il y a que les plus anciennes lois adoptées contre les abus rituels à Rome, à l'époque pré-chrétienne, étaient faites contre ces mêmes sectes dionysiaques, qui étaient encore en activité durant les années 40 et 50, et qui le sont probablement encore aujourd'hui. La raison pour laquelle des lois ont été érigées à leur encontre était qu'à l'époque, on savait que leurs rituels intégraient des orgies sexuelles, des flagellations, des viols rituels sur des femmes et des enfants. Mais ce n'est pas la raison principale pour laquelle il y a eu des lois contre ces cultes. Ces lois ont été rédigées en raison du fait que ces groupes pratiquaient leurs crimes à des fins de chantage politique. Quand j'étais enfant, il y avait quelque chose qui ressemblait à une fête d'anniversaire privée pour un notable de la ville. Lors de cette fête, des juges, policiers, avocats, des personnes de pouvoir étaient drogués à leur insu. Au cours de la soirée, ils étaient filmés en train de coucher avec de jeunes enfants sous l'influence de la drogue, mais cela ne faisait aucune différence. Jusqu'où iriez-vous dans les poursuites judiciaires si des personnes possèdent ce genre de preuves à votre encontre pour vous faire chanter? Pour terminer, nous pouvons rappeler que Véronique Liègre, une des victimes du réseau pédocriminel d'Angers, a déclaré aux enquêteurs que ses parents la louaient à des gens fortunés. Elle a aussi affirmé lors d'un reportage diffusé en 2001 sur TF1 avoir participé à des sévices rituels de type satanique au sein d'un groupe de martinistes. Le martinisme étant une des branches mystiques et spirituelles de la franc-maçonnerie, n'acceptant en son sein uniquement des maîtres maçons. C'est ici que je suis venue plusieurs fois
Notamment, je me rappelle bien d'une fois en 94, où je me suis retrouvée à un rituel satanique où il y a eu un meurtre d'enfant. Et donc on était monté au second. Voilà. Et là, il y a eu viol. On devait être 5 ou 6 enfants. C'était pas une très très grosse réunion. Là, il y avait beaucoup de gens, notamment des notables, mais que je ne connais pas forcément leur prénom. Voilà. Et vous-même, vous avez subi... Oui, j'étais là et j'ai subi. Il y avait mon père. Ma mère n'était pas là cette fois-ci. Vous pensez que tout ça, c'est une sorte de réseau, des gens qui se tiennent un petit peu pour ne pas tomber, quoi. Gros, voilà, et puis c'est pour se protéger aussi. Parce qu'étant donné quand même qu'il y a des hommes de loi qui sont dedans, c'est vrai que ça ferait quand même un drôle de tapage si on apprenait qu'il y avait des juges et tout ça qui faisaient partie de ces réseaux-là. Qu'est-ce que c'est la franc-maçonnerie? Oh bah ça c'est un petit peu de tout, hein, la franc-maçonnerie, un petit peu de sorcier là-dedans, je sais pas quoi. Le problème que rencontre la franc-maçonnerie est qu'elle s'est embourbée dans ses strates ultra cloisonnées par son culte du secret, à tel point qu'il lui est impossible de certifier que ce genre de pratiques rituelles dites pédosataniques, rapportées par de très nombreuses victimes, ne sont qu'affabulations. La stratégie de défense est généralement de passer sous silence ces témoignages ou, faute de pouvoir les étouffer, de les qualifier de délires psychotiques ou de faux souvenirs. La multitude de loges paramaçonniques pratiquant l'occultisme, mais aussi les hautes loges quasi inaccessibles pour les francs-maçons de la base, laissent la porte ouverte aux pires dérives d'un petit nombre. Abominable pratique d'une maçonnerie irrégulière déviante ou triste apogée de la haute maçonnerie luciférienne? La question se pose, n'en déplaise. Que pensez-vous de la perte de sens, j'entends par là de spiritualité, que l'on constate dans l'ensemble de la population? C'est une forme de chute dans le matérialisme entraînant inéluctablement un déclin de civilisation. Cette société s'élève matériellement et technologiquement d'une manière exponentielle, tout en régressant drastiquement sur le plan spirituel et moral. Le progressisme scientifique et idéologique ad vitam aeternam n'est pas viable lorsque ceux-là même qui le programment en privé puis le prônent en public ont tout fait en parallèle pour couper l'homme de Dieu. Sans cette connexion divine avec son créateur, l'homme ne s'élève pas mais il déchoit et tombe sous le contrôle du serpent. Or, à l'heure actuelle, ce sont les loges adeptes du serpent qui mènent le bal sous nos latitudes. Le bal du progressisme à tout prix est un enfer pavé de bonnes intentions. Ils parlent comme des anges mais pensent comme des assassins, pour reprendre l'expression d'Arnaud Opinski. L'attention à l'autre, l'émancipation de l'individu. Pour le dire autrement, la solidarité et la liberté absolue de conscience, concepts centraux et selon nous fondateurs de la branche de la franc-maçonnerie que nous représentons ici, guident notre réflexion entamée depuis de nombreuses décennies autour de l'euthanasie par les loges du Grand Orient de France. Est-ce que vous croyez que quelqu'un qui meurt comme aujourd'hui dans la loi Leonetti pendant 3 semaines, un jeune dont on voit qu'il a des convulsions, dont on voit qu'il s'étouffe, etc., franchement vous croyez que c'est une fin humaine alors qu'il pourrait mourir en quelques secondes sans souffrance, entouré des siens en leur ayant dit au revoir? Donc c'est ça qu'il faut changer. Le peuple a été volontairement et très progressivement déraciné et déspiritualisé. Victime d'une véritable ingénierie sociale l'ayant affaibli sur plusieurs générations. Il est aujourd'hui mené par le bout du nez par ceux que j'appelle les sorciers contrôleurs, lucifériens, adorateurs du serpent, ennemis du Christ et de son peuple. Les lucifériens ont toujours cherché à subvertir et bouleverser les valeurs traditionnelles, en particulier tout ce qui émane du christianisme. Étant donné que le chaos est leur terrain de jeu favori pour asseoir leur domination, ils le provoquent et misent sur le manque de discernement des populations pour avancer leur sempiternel agenda révolutionnaire. La révolution a commencé au ciel, avec la révolte d'un ange, Lucifer, et elle se perpétue ici-bas encore de nos jours. La guerre est spirituelle, d'où la subversion première consistant à isoler l'homme du Christ, tout en proposant aux assoiffés de spiritualité la soupe théosophique qu'est le New Age, ou luciférisme 2.0, consistant en un occultisme vulgarisé mais qui n'en est pas moins nocif. Nous observons aujourd'hui une popularisation de la sorcellerie via les mouvements néo-féministes et autres influenceuses Wicca, mais aussi la presse à grand tirage qui ne se prive pas de promouvoir les pratiques ésotériques sous couvert de développement personnel et de bien-être. Une grande partie de l'industrie musicale injecte quant à elle inlassablement la symbolique occulte dans sa production à l'esthétique toujours plus décadente et morbide. Elle inverse les codes moraux et crée une véritable mode du satanisme qui imprègne petit à petit la culture populaire.
Notre libre arbitre choisit ainsi délibérément de consommer la soupe du diable, car sucré à souhait, le monde luciférien est sous nos yeux grands fermés, et la grande majorité des humains s'y complaît, tout comme une grenouille barbotant dans une marmite sur le feu. L'athéisme, combiné au consumérisme, est la porte ouverte à la médiocrité, au cynisme et à l'orgueil, créant trop souvent cette mentalité mondaine, assumée et encouragée par les programmes de divertissement abrutissants. Mais genre tout ce qui est ange et tout ça, marseillais, non. Pourtant je regarde, hein, ouais. Mais j'y participerai pas. Et même pour 100 000 €. Il y a moyen de moyenner. Cet état d'esprit typique, propre à notre société urbanisée, est évidemment un frein à la divulgation des dossiers de pédosatanisme, alors tourné en dérision et considéré comme du risible complotisme. Vous savez pourquoi? Parce que je suis franc-maçon. Ça, c'est le signe des francs-maçons, c'est discret, hein. Moi, j'ai fait 3 ans dans un club pédosataniste. Persuadé d'un complot du réseau mondial pédosatanique. J'ai rencontré des gens formidables. On s'amuse comme le commun des mortels. On joue au rami avec Satan. La théorie du complot, qui consiste par exemple à penser que la planète est contrôlée par des aliens francs-maçons en pleine bar mitzvah de leur neveu. Et le souci, c'est que le complot, c'est toujours plus séduisant que la réalité. Le World Trade Center, si on se dit c'est un coup du Mossad, assassiné par la famille royale, donc Elisabeth II serait en réalité un lézard criminel. Ainsi elle est... Effectivement, les notions de satanisme, de rituel, de sacrifice, de transe dissociative ou encore d'amnésie traumatique pourront sembler irréelles, fantaisistes et non crédibles pour certains individus, ricanant alors devant un domaine qui dépasse ce logiciel intellectuel bridé mais ultra répandu. Le manque de temps et surtout de courage ne permettront généralement pas de faire les recherches nécessaires à un début de compréhension du sujet. Ces PNJ iront même jusqu'à s'offusquer de cette nauséabonde chasse aux sorcières sous les applaudissements des fact-checkers ricaneurs. Bien heureusement, cette chute sociétale de plus en plus marquée, accompagnée d'une avalanche de révélations sur les véritables profils de cette oligarchie, produit également un réveil massif d'individus qui, dirons-nous, par la découverte du mal, se tournent finalement vers le bien. Depuis quelque temps, vous relevez un phénomène de mode sur le trouble dissociatif de l'identité. En quoi cela peut être inquiétant? Le trouble dissociatif de l'identité, TDI, est un point commun chez beaucoup de victimes d'abus rituels ou d'inceste prolongés durant toute l'enfance. En voici une courte mais nécessaire définition. Le TDI est la conséquence de traumatismes extrêmes vécus durant la petite enfance, une dissociation de la personnalité se produisant généralement avant l'âge de 6 ans. Le TDI, précédemment nommé trouble de la personnalité multiple, est un type de trouble dissociatif caractérisé par au minimum 2 identités alternantes, appelées alter, état autonome ou identité du moi, mais aussi par des épisodes récurrents de trous de mémoire, un marqueur fort indiquant la présence de murs amnésiques séparant les différentes personnalités altères prenant successivement le contrôle du corps physique. Le TDI est un vaste sujet qui nécessite une étude plus approfondie. J'y consacre une grande partie de mon livre MK avec une approche, dirons-nous, métaphysique, car touchant aux questions de fragments d'âme et de possession. Le TDI peut se développer de manière incontrôlée et anarchique chez un enfant subissant notamment l'inceste, ou bien être volontairement provoqué, alimenté et canalisé dans le cadre d'une programmation mentale avec protocole traumatique. Cette « science occulte » consistant à provoquer, maîtriser et exploiter le TDI a été observée au fil des années par de nombreux thérapeutes, comme par exemple Michaela Huber en Allemagne. Das heißt, ungehemmten körperlichen Terror, also Folter auf die Kinder, mit dem Ziel, die Kinder auch gezielt zu spalten. Und zwar so, dass der Schmerz unerträglich wird oder der Stress unerträglich wird, das Kind in dissoziativen Zustand geht. So schaffen die Täter bestimmte Anteile. Ce sont des pratiques sectaires pédocriminelles utilisant cette fonction naturelle de l'être humain qu'est la dissociation, cela à des fins d'esclavage mental. Il s'agit de briser la psyché de l'enfant pour créer des personnalités altères dans un système interne très bien structuré. Ces identités seront programmées puis exploitées sur le long terme. C'est une des fonctions des abus rituels dits sataniques. Et si c'était vrai, même pas peur. Nous observons que le TDI est devenu un phénomène de mode depuis maintenant plusieurs années. Comme je le faisais déjà remarquer dès 2016 dans mon livre MK, le TDI a tout d'abord été propulsé dans la sphère publique et profane par plusieurs stars mondialement connues telles que Lady Gaga, Beyoncé ou encore Nicki Minaj, se vantant d'être fractionnées en plusieurs personnalités altères.
J'observais alors comment cette culture des personnalités multiples était transmise au jeune public, au monde profane, lors de performances grandiloquentes ou d'interviews télévisuelles touchant des millions de personnes, rendant ainsi glamour et tendance les personnalités fractionnées par les traumatismes. Autrement dit, il s'agit d'infuser une sous-culture ultra-violente dans la culture populaire sous forme d'un divertissement. Inconsciemment, la jeune génération associe donc cet occultisme vulgarisé et simplifié à quelque chose de positif, à une mode, à un modèle à suivre. Mais c'est également une forme de désensibilisation aux pires pratiques criminelles commises sur cette terre. Aujourd'hui, nous pouvons constater que la mode du TDI a littéralement explosé, notamment dans les sphères LGBT, avec l'apparition d'une culture plurielle, ouvrant grand la porte à une vague d'autodiagnostic, phénomène qualifié d'épidémie par certains psychiatres. Nous constatons qu'une frange de l'extrême gauche woke, queer, s'est emparée de la question du TDI, qu'elle est en train d'étouffer par la mise en place de cette vaste culture dite plurielle, ouverte à toute forme de multiplicité dans une confusion généralisée. Il en résulte une épidémie de faux TDI dont la source est plus narcissique que traumatique. Cette appropriation du TDI à des fins d'identification personnelle et de tendances culturelles déviantes est non seulement nuisible à la crédibilité du trouble, mais aussi et avant tout à la santé et au bien-être des personnes qui en souffrent réellement. Des influenceuses sont devenues en quelque sorte des spécialistes autoproclamés du TDI, se déclarant elles-mêmes multiples, et bien souvent sorcières pour compléter le tableau. Les médias de masse se sont également emparés du sujet, et le TDI est aujourd'hui largement popularisé, mais surtout édulcoré quant à ses réels tenants et aboutissants. De fait, nous n'entendons jamais parler du dangereux potentiel d'esclavage mental de ces personnes fractionnées, les haltères isolés par des murs amnésiques pouvant effectivement être programmés. Car c'est là l'envers du décor glamour et narcissique actuellement véhiculé sur les réseaux sociaux. Le point positif de cette médiatisation du TDI est le fait qu'il est aujourd'hui reconnu et validé, même si la controverse reste toujours aussi virulente au sein du milieu médical et psychiatrique. Cet effet de mode médiatiquement boosté ayant entraîné une véritable explosion d'autodiagnostic est, je pense, un contre-feu masquant les victimes et survivants réellement dissociés. Car malgré la médiatisation du TDI, jamais le sujet des abus rituels pédocriminels n'est abordé, alors que ces deux phénomènes sont intimement liés. J'emploie le terme d'effet de mode dérivatif dans le sens où la véritable nature du TDI et son fonctionnement complexe pourraient être en quelque sorte dilués dans cette vague de vulgarisation outrancière allant jusqu'à l'idéalisation d'un mode de vie multiple et gender fluide. Lorsque la multiplicité d'identités devient finalement quelque chose de cool et tendance, nous arrivons en effet et malheureusement à la dilution massive d'un trouble qui mériterait amplement d'être étudié en profondeur, car relevant non seulement de la psychologie mais aussi de la parapsychologie et même de la démonologie, clé du contrôle mental basé sur les traumatismes et boîte de Pandore de certaines sectes au pouvoir. J'aimerais terminer par une anecdote médiatique très révélatrice sur les conséquences de cette popularisation malsaine et outrancière du TDI. Je suis tombé il y a quelques mois sur l'extrait d'une rubrique consacrée au BDSM, c'est-à-dire au sadomasochisme, une émission régulièrement diffusée sur la radio Énergie à heure de grande écoute. L'animatrice de la rubrique, la coach BDSM Déborah, affirme avoir un TDI avec notamment une personnalité altère d'enfant. Cette femme raconte alors sur un ton badin et benet, encouragé par l'animateur de radio surexcité, que son altère enfant, Lia, aurait émergé en pleine séance de bondage au cellophane, pratiquée en groupe. Dans le studio, tout le monde est hilar et trouve cela évidemment super original et so hype. Et justement, est-ce que t'as déjà eu un événement un peu cocasse comme ça où c'était le mauvais alter? En événement BDSM, justement. Ouais. Oh, ouais, où c'est arrivé, où on était dans une séance de cellophane, donc vraiment c'était... Et en fait, le cellophane a créé quelque chose très... C'est comme un cocon, en fait. Alors évidemment, nous on l'utilisait pas comme un cocon à ce moment-là, mais ça donnait la sensation d'être dans un cocon, et Lia, l'alter enfant, adore le côté cocon, et du coup elle s'est réveillée en pleine séance au milieu de plein de gens. Elle était là, je suis où? Mais j'adore, c'est quoi ce cellophane? C'est incroyable. Ça doit être surprenant pour les invités qui sont pas au courant. Ah ouais. Voilà, donc on a essayé, en tout cas quand on va dans des événements pendant longtemps, on essaie de mettre la majorité des gens au courant, et tous les gens avec qui on a des relations sexuelles, ils doivent être au courant, parce qu'on peut aussi juste dissocier, ça nous arrive énormément, de juste regarder dans le vide. Et les gens s'inquiètent, évidemment, ils sont là, genre, elle fait quoi? Mais en fait, c'est le cerveau qui déconnecte un peu. Et alors, je voulais faire une question un peu plus légère, mais tu nous disais tout à l'heure que donc voilà, toi t'es en couple avec ton maître, mais avec ton chéri, mais qu'il y avait certains de tes alters qui ne l'aimaient pas. Du coup, est-ce que ces alters-là ont le droit d'avoir une relation avec quelqu'un d'autre, ou comment tu fais pour garder la fidélité?
Nous, on est polyamoureux, donc en soi, il n'y aurait pas de problème. Après, on est quand même exclusif sur la relation maître-esclave, donc bon, tu peux pas avoir d'autres maîtres. Voilà, je peux pas avoir d'autres maîtres. Donc c'est un privilège d'avoir des bonnes relations avec maître, mais lui, il a des bonnes relations avec tout le monde. Il aime tout le monde. Qu'est-ce qu'il est gentil, ce maître. Faudra qu'on le rencontre quand même. Je crois que notre altère la plus âgée a peut-être 33 ans. Le monde luciférien sous nos yeux grands fermés. Eh bien voilà un exemple typique avec cette vulgaire coach BDSM racontant aux adolescents qu'elle est fractionnée en plusieurs identités, qu'elle est une esclave soumise à un maître et que sa personnalité alter enfant Lia participe malgré elle à des séances de sadomasochisme en groupe ou lorsque la sous-culture MK, relevant de l'occultisme, imprègne petit à petit le monde profane dégénéré devenu ultra poreux aux immondices des caves. Le monde de l'édition est hostile, nous le savons, sur le sujet des réseaux pédosatanistes. J'imagine que cela a été un parcours un peu compliqué pour être édité. À vrai dire non, j'ai proposé le manuscrit du livre MK, abus rituel et contrôle mental à 4 ou 5 maisons d'édition qui étaient susceptibles d'accepter un tel pavé sur un sujet aussi sensible, vite catalogué comme complotiste. Une d'entre elles l'a refusé car craignant un échec éditorial en raison du nombre de pages, qui aurait, selon elle, nécessité 2 tomes. Les autres éditeurs n'ont pas réagi suffisamment vite, c'est la maison Omnia Veritas, basée en Irlande, qui m'a très rapidement proposé un contrat d'édition, qu'ils n'ont d'ailleurs pas regretté. Je les remercie encore étant donné qu'ils ont réinvesti pour proposer par la suite une version en format relié et cartonné, puis ont réalisé les traductions en anglais, allemand, espagnol et italien. C'est également Omnia Veritas qui a publié en 2020 mon 2e livre, Franc-maçonnerie et schizophrénie, comprendre les arcanes du pouvoir. Une synthèse du livre MK focalisée sur la question des sociétés secrètes. Ce dernier ouvrage devait à l'origine s'intituler Dr Jekyll et Mr Hyde, en référence à la double personnalité dissociée des bourreaux pratiquant les sévices rituels et la programmation MK. Des individus généralement eux-mêmes fractionnés dès l'enfance avec un alter de façade respectable, tandis que sommeille en eux l'abjecte bête. De la même manière, nous retrouvons ce schéma dans la franc-maçonnerie, avec sa façade publique discrète faisant l'éloge d'un humanisme bienveillant et philanthropique, tandis que le secret couvre les pires pratiques immorales, voire criminelles. La survivante australienne Lynn Brunet, victime de son père franc-maçon et rosicrucien, décrit cette dualité en ces termes. Je suis aujourd'hui amené à comprendre les principes qu'il y a derrière ces pratiques magiques séculaires qui divisent le psychisme de ces hommes en deux. D'une part des citoyens et des hommes dévoués, et de l'autre la plus puérile, absurde et cruelle créature humaine. Avez-vous des projets en cours, un autre livre, ou pourquoi pas un documentaire comme vous avez déjà réalisé avec l'intégrale de vos vidéos intitulée Noyau dur ? Je pense pour le moment être arrivé au bout d'un cycle, et j'invite les lecteurs à visionner l'intégrale de la série Noyau dur qui fait partie d'une trilogie récapitulant mon travail audiovisuel sur YouTube et formant une sorte de synthèse. Les 2 autres vidéos sont TDI et MK, la rétrospective visant à expliquer les mécanismes du contrôle mental basé sur les traumatismes, et Franc-maçonnerie, la fin du silence, compilant plus de 4 heures de témoignages de victimes et thérapeutes. Ouf ! Une vidéo qui dépasse aujourd'hui les 200 000 vues, des contenus plutôt accablants qui devraient interpeller les plus sceptiques, particulièrement les francs-maçons des loges bleues. Afin que la prise de conscience sur la protection institutionnelle des réseaux pédosatanistes soit plus importante, selon vous, quelles seraient les actions individuelles et collectives à mettre en place ? L'action collective serait une conversion massive avec prière du rosaire tout aussi massive et fulgurante. À partir du moment où vous avez détecté l'ennemi à la manœuvre, ses objectifs, ses outils et ses stratégies, notamment celle de couper l'homme de Dieu et détruire la parole du Christ, des évangiles, dans une inversion des valeurs généralisées, la seule voie à suivre est de se réfugier au pied de sa croix pour essayer de faire sa volonté du mieux possible. La tiédeur n'est pas de mise. Je conclurai en reprenant les dernières phrases du livre MK pour faire face à ces générations qui perpétuent coûte que coûte l'adoration de l'ange déchu, représentant l'infra-humain sanctifié par Lucifer et donc possédant une force d'ordre surnaturel. Sanctifions-nous en Jésus-Christ pour également remettre notre vie à une force d'opposition indispensable dans un tel combat. Même dans cette époque semblant des plus obscures, Dieu nous donne en permanence la connaissance et la sagesse pour pouvoir justement s'opposer et faire le contrepoids face à l'abomination babylonienne. Vos recherches ne vous rendent-elles pas trop solitaire ? Je veux dire par là que ce n'est pas un sujet que l'on peut partager facilement à son entourage. La solitude est justement une bonne voie pour prier le rosaire. The first shortcut, permissiveness.
Do whatever you feel like doing. The second temptation. The cross will never win mankind because mankind loves wonders, surprises, the startling, the marvelous, anything that will make them say, oh. And the final temptation, Satan says theology is politics. And holding the shiny globe of the world in his hand, Satan said to him, all these kingdoms are mine. The essence of the satanic or the diabolic is the hatred of the cross of Christ.